Donc, j'ai le plaisir de présenter dans un premier temps Roselyne Lambert et dans un deuxième temps Christian Barré. Donc, je vais commencer par Roselyne. Roselyne est écrivaine, anthropologue de formation. Elle a publié Clinique en 2016 qui puise à même ses expériences et ses recherches en santé mentale et les couleurs accidentelles qui entremêlent le poème, extrait de journal, extrait de voyage aussi, récit de voyage, analyse aussi sur la création littéraire publiée aux mêmes éditions, Poète de Brousse, en 2018. Elle est actuellement étudiante en doctorat en anthropologie à l'Université Concordia, où elle prépare une thèse donc, sur les rapports du réel et de la fiction, donc en anthropologie. C'est une recherche-création qui porte précisément sur la lumière et l'agoraphobie en Norvège. Je pense que c'est bien ça, hein. Oui, exactement. Et donc, elle a, entre autres choses, enseigné le cours art esthétique et anthropologie à Concordia. Elle a aussi une expérience d'anthropologue médicale pendant près de 14 ans à l'UQAM, à l'Institut national de la santé publique du Québec et au CHUM. Et elle a remporté en 2017 le prix Félix-Antoine Savard de poésie pour la suite poétique L'Uniforme, qui est paru dans la revue Exit. Donc, la présentation de Roselyne porte, j'imagine ça, j'imagine que ça va être sur des questions d'identité aussi et de réel, et le rapport au réel. Donc, mon histoire trouble avec Peer Gynt de Ibsen. Merci, Roselyne. Merci, Monsieur Larue. Merci à Claire pour l'invitation. Je suis vraiment stimulée par cette journée de colloque. Je vais essayer de partager mon écran. Là, j'ai besoin que vous me disiez si ça fonctionne C'est bien. beau, c'est Est-ce que bien. vous voyez bien? Le cadrage est bon? Hein? Oui, D'accord. Euh, donc, dans l'appel de texte du colloque d'aujourd'hui, la question qui, moi, me stimulait, c'était comment je convoque dans ma démarche de recherche-création justement le référent hors texte, donc qui fait partie du réel. Puis ici, je vais discuter de comment je convoque un texte réel de fiction, donc Peer Gynt de Ibsen, mais également sa réelle réception dans un contexte particulier, dans un contexte culturel particulier, donc en Norvège. Et comme je fais aussi par ailleurs une réelle recherche ethnographique, je vais convoquer l'expérience de Norvégiens agoraphobes et je vais me questionner sur l'identification à ce personnage de Peer Gynt par mes informateurs agoraphobes. Donc, mon histoire trouble avec Peer Gynt commence ici, dans cette photo, qui est une mise en abîme. Donc, je suis... en fait, j'ai pris cette photo à l'automne 2019 à Oslo, en Norvège, où je suis allée durant 8 mois pour faire mon terrain de recherche ethnographique. Donc, il s'agit ici de l'œuvre de Lisa Pacini-Molan, qui est en fait une cellule de prison minuscule et oppressante, complètement recouverte de miroirs, qui en fait nous ouvre notre propre réflexivité à l'infini, ce qui pour moi était une expérience d'angoisse assez prégnante. Donc, je vous présente cette photo pour parler de ma propre angoisse quand je tente d'écrire cette thèse. Puis aussi, je veux aussi dire que depuis quelques mois, je réfléchis à cette nouvelle expérience qu'on vit aujourd'hui et qui pour moi est peut-être l'expérience la plus marquante que cette pandémie nous offre, c'est que maintenant, on peut se voir par Zoom en train d'interagir avec les autres. Donc, on est comme par exemple, présentement, je fais ma présentation et j'ai ma propre image qui m'est reflétée comme dans un miroir en train de vous parler. Et je pense que c'est la première fois dans l'histoire de nos sociétés occidentales qu'on a cette représentation de nous-mêmes, donc de se voir parler. Donc, je trouve ça assez fascinant. J'ai hâte de voir quel type de recherche vont sortir de cette nouvelle posture qu'on a. Donc, pour préciser ma posture, je fais un doctorat en anthropologie. J'ai fait de la recherche en anthropologie médicale, comme M. Larue le disait, donc, et en santé mentale depuis maintenant presque 18 ans. Je m'intéresse dans mes recherches à l'agoraphobie depuis 2003.
Donc, l'agoraphobie, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble de santé mentale qui se caractérise par des crises de panique fréquentes qui sont associées à un évitement de certaines situations où elles pourraient se produire. J'ai moi-même vécu ce trouble de manière très aiguë quand j'étais adolescente. Donc, durant environ 3 ans, je ne suis pas sortie de ma maison, ce qui, pour moi, est une façon d'explorer le social d'une toute autre façon. Il y a certaines personnes qui vont éviter de sortir de leur maison comme moi, alors que d'autres vont éviter des situations spécifiques, comme par exemple les transports en commun, le travail, l'école ou des périmètres d'un quartier, par exemple. Donc, j'ai réalisé une maîtrise sur la circulation des discours sur l'agoraphobie en 2004. Dans l'espace virtuel, j'étudiais l'espace virtuel avant la déferlante de médias sociaux comme Facebook, qui est arrivé plus en 2006-2007. Et je m'intéressais aux dimensions culturelles qui influencent cette expérience de ce trouble. Et pour mon doctorat, je suis allée en Norvège durant 8 mois parce que la Norvège, c'est le pays européen avec la plus grande prévalence de ce trouble. Je me suis demandé pourquoi c'était aussi fréquent dans ce contexte. Est-ce qu'il y avait des éléments culturels de la Norvège qui pourraient m'aider à mieux comprendre cette expérience dans ce contexte-là en particulier? Puis, parallèlement à mes recherches, j'ai publié 2 livres de poésie, donc clinique ici, je ne sais pas si on voit bien, en 2016 et Les couleurs accidentelles en 2018. En fait, c'est intéressant parce qu'on vient de parler de l'hôpital psychiatrique et puis Madame Gerstein posait la question, qu'est-ce qui reste du réel après le livre? Et je trouvais ça, l'image qui m'est venue, c'est que dans Clinique, j'ai travaillé autour d'un lieu qui est un hôpital psychiatrique qui correspondait au lieu que moi j'ai connu réellement dans la réalité parce que j'ai travaillé durant 2 ans à l'hôpital Louis H. Lafontaine pour un projet de recherche et ce lieu-là a inspiré le décor de ce recueil, mais que j'ai peuplé avec tout un bestiaire d'animaux, d'insectes, etc. Et maintenant, 5 ans plus tard, quand je repense à cet hôpital, je ne peux pas repenser ce lieu sans tout le bestiaire que j'ai inventé. Donc, dans mon imaginaire, mon rapport à ce réel-là est complètement contaminé de toutes ces bêtes et ces insectes que j'ai inventés. Puis, dans les couleurs accidentelles, ce que je trouvais intéressant, c'était l'autre question qu'avait posée Éric Mathieu sur la géographie des lieux. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai repris dans ce livre beaucoup d'anecdotes, de récits de voyages, de lieux que j'ai réellement fréquentés, mais j'en ai inventé plein d'autres où je ne suis pas allée. Et j'ai mélangé ce réel et cette fiction, donc de lieux que j'avais réellement convoqués dans le réel avec des lieux que j'ai complètement fictionnalisés. Donc, voilà, donc dans mon doctorat actuel, qui est vraiment une expérience, c'est un contexte expérimental. Je suis la première étudiante du département d'anthropologie à faire de la recherche-création à Concordia, mais c'est quand même un milieu académique où la recherche-création est très encouragée. Il y a toutes sortes d'expériences multidisciplinaires dans cette université. Ce que je tente de faire, c'est de faire converger 2 sous-disciplines de l'anthropologie. Donc, l'anthropologie médicale, que je viens un peu d'expliquer, avec le courant de l'anthropologie de la poésie. Donc, je tente d'écrire de la poésie dans ma thèse pour rendre compte de l'atmosphère particulière de mon terrain de recherche. Je m'intéresse également à des pistes de recherche qui émanent de ma création et non pas uniquement de mes données scientifiques ou ethnographiques. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une longue digression que je fais sur l'enfermement, donc qui est lié à l'agoraphobie. Et puis, je vous plonge dans le contexte de la littérature puis de la société norvégienne. Donc, ma réelle rencontre avec Peer Gynt. Donc, j'ai rencontré Peer Gynt à Oslo, sur le pont Anker-Brua, où se trouve cette sculpture que vous pouvez voir ici. J'ai appris ensuite que ce pont était surnommé le pont Eventyr-Brua, qui veut dire le pont des contes de fées. Dans ma recherche pour trouver des informateurs qui vivent de l'agoraphobie en Norvège, j'ai rencontré Peter, qui, en fait, sur un groupe Facebook norvégien, et on discute ensemble plusieurs fois par semaine par vidéo Messenger. Donc, il me fait visiter son appartement, je le vois dans sa vie quotidienne.
Il habite à 5 coins de rue de chez moi, dans un quartier central de Oslo, mais on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Il a beaucoup de difficultés à sortir de chez lui et en particulier à rencontrer des nouvelles personnes. Donc, je le vois chez lui, parfois il pleure, il est en colère, il me raconte toutes ses habitudes dans sa vie quotidienne. Peter se sent exclu de sa société en Norvège. Il a 58 ans et il est agoraphobe depuis 7 ans. Et il est donc en arrêt de travail depuis 7 ans. Il était professeur au secondaire. Il était très engagé, en particulier auprès des élèves en difficulté. Il me dit souvent qu'il était un leader à l'école et qu'il se faisait reprocher constamment d'avoir ce leadership. On parle beaucoup de littérature. Peter est quand même assez spécialiste des grands classiques de la littérature norvégienne et il va insister pour que je lise Peer Gynt. Si je veux comprendre, on se parle en anglais, il me dit si tu veux comprendre the Norwegian mentality, il va me dire aussi Ibsen was struggling with the Norwegian culture. Peter m'expliquera plus tard que d'une certaine façon, il s'identifie à Peer Gynt, qui se fait constamment rejeter par sa société. Et pour vous donner une idée de l'atmosphère à Oslo, en cet automne 2019 où je rencontre Peter, je vous lis un extrait d'un texte que j'ai publié dans l'Est québécoise. J'ai publié durant mon périple 3 textes dans la revue qui étaient inspirés, en fait, qui étaient tirés d'un journal de la lumière que j'ai tenu pendant 1 an. Donc, durant 1 an, j'écrivais à chaque jour mes impressions sur l'état de la lumière. J'étais à une latitude beaucoup plus nordique, donc je voulais un peu confronter mon expérience là, de cette nouvelle lumière. Donc, c'est dans le numéro de mars 2020. Mon texte s'intitule « La lumière est une fleur », donc juste un court extrait. Lys égale lumière. En norvégien, la lumière est une fleur. Je prends des photos de lampadaire. 2 novembre. Je suis congelée dans le noir. Mes doigts bougent à peine sur le quai de Akerbrygge. Je regarde des poissons volants, gonflés à l'hélium, changer de couleur dans le ciel. Une demi-lune allumée flotte sur un bateau qui navigue tranquillement entre les quais. J'ai tellement froid. Je m'engouffre dans la lumière jaune du tramway pour faire réapparaître les couleurs de mon corps. 7 novembre. J'ai peur du noir qui arrive toujours plus tôt. Le crépuscule dit « Le jour a une fin, même s'il n'est pas fini. » J'ai envie de courir tellement vite pour rattraper, disons, le soleil, pour ne rien laisser jamais me quitter. Donc, mais qui est Peer Gynt? Donc, la pièce j'ai deux versions ici de la pièce traduite en français. Ma première lecture de Peer Gynt me laisse perplexe. Il s'agit d'une pièce de théâtre construite en vers et référant à une mythologie folklorique faisant apparaître trolls et créatures surnaturelles autour d'un personnage menteur, imbu de lui-même et qui s'exile dans un long voyage pour tenter de prouver la gloire de sa personne. Publié pour la première fois en 1867 alors qu'il vit en Italie, Ibsen dira quelques années plus tard de Peer Gynt que c'était une pièce difficile à comprendre pour les non-norvégiens. Cette pièce, en fait, s'est mise à me fasciner quand j'ai pu mieux comprendre le contexte culturel dans lequel elle a été écrite et que j'ai pu y voir le rapport très particulier qu'entretiennent les Norvégiens avec la fiction. Peer Gynt est un personnage qui déplaît à sa propre société afin de devenir lui-même. L'intrigue centrale de la pièce tourne autour des mensonges de Peer. Dès le premier acte, les autres personnages accusent Peer de mentir et même pire, de croire à ses propres mensonges. Peer vit dans un univers où le mot fiction ou encore la poésie ne peuvent pas exister. Si le personnage principal invente une histoire, s'il fictionnalise ou s'il poétise, il se fait immédiatement accuser de mentir. Selon plusieurs analystes, il s'agit d'une œuvre autour de cette impossibilité de devenir poète en Norvège. Et cela mène à un paradoxe qui me fascine totalement. Malgré cette ironie anti-norvégienne dans Peer Gynt, puis sa critique lapidaire de l'enfermement dans cette société, Peer Gynt, comme personnage, est devenu un symbole identitaire païen incontournable en Norvège. Comme Peer Gynt, Ibsen a d'abord déplu à sa propre société avant de devenir lui-même.
le contexte norvégien dans lequel vivait Ibsen juste avant d'écrire Peer Gynt en 1867 est particulièrement souffrant. Il avait été directeur du Kristina Norske Theater, le plus important théâtre de Oslo à cette époque, et il a fait face à des difficultés financières énormes, l'obligeant à fermer le théâtre, et du même coup, il a perdu son emploi, ce qui le fait plonger dans des problèmes financiers, familiaux, d'alcool énormes. 4 ou 5 ans avant d'écrire Peer Gynt, les historiens expliquent que Ibsen était poursuivi pour des dettes, qu'il était vu fréquemment complètement saoul dans les rues de la capitale et qu'il quêtait continuellement de l'argent. Il envisageait à ce moment-là d'arrêter d'écrire. Il se tourne donc vers l'État norvégien pour demander un salaire à vie d'écrivain. Cela peut nous sembler absurde, mais en Norvège, c'est quelque chose qui existait à l'époque et j'ajoute avec une grande jalousie que ça existe encore aujourd'hui. Donc, sa demande de salaire à vie est refusée. Par contre, on lui offre une bourse de voyage pour 1 an pour l'année 1864. Et il va s'exiler, c'est sa seule manière de survivre à ce moment-là. Il s'exile en Italie où il va rester pendant 27 ans. Et durant son exil, Ibsen va connaître un succès européen et international pour ses œuvres, et ce, dès 2 ans plus tard, donc en 1866, avec la publication de Brand, qui va le faire connaître immédiatement dans toute l'Europe. Ce contexte d'exil fait dire à Toril Moy, une historienne de la littérature norvégienne, je vous traduis de l'anglais, elle dit « Peer Gynt constitue les méditations de Ibsen sur la nécessité de l'exil pour un écrivain norvégien. Il nous dit que s'il était resté en Norvège, Ibsen ne serait pas devenu Ibsen. » Donc, il y a évidemment toutes sortes de mises en scène de cette pièce, mais en Norvège, une des obsessions nationales est qui est le vrai Peer Gynt. Nombre d'historiens ont tenté de retracer l'homme que Ibsen aurait pu rencontrer dans les montagnes du Vinstra alors qu'il récoltait les légendes folkloriques en 1862. Personnellement, la réponse à cette question m'intéresse beaucoup moins que l'ampleur de la construction de cette quête. Donc, je vous donne quelques exemples. Une des mises en scène est particulièrement importante dans son rapport à l'authenticité de Peer Gynt. Chaque été depuis 1967 a lieu le festival Peer Gynt qui attire plus de 12 000 spectateurs dans les montagnes de Vinstra, donc le lieu d'origine du personnage, où la pièce est montée dans un théâtre en plein air. Per Tofte a joué ce rôle principal et il nous raconte son émotion de jouer cette pièce. Donc, il dit « Peer Gynt retourne chez lui dans cette vallée, non seulement selon l'intrigue de la pièce, mais aussi chez lui dans le district géographique, le Gudbrandsdal, que donne l'indication scénique. Pour moi, qui jouais ce rôle, ce sentiment de retour chez soi était en outre renforcé par le fait qu'en réalité, c'était aussi mon propre retour chez moi. Exactement comme Peer Gynt, je suis fils de paysan et héritier d'une ferme dans cette vallée. Après une vie d'acteur et bien des séjours et des voyages à l'étranger, moi aussi, je suis revenue dans ma vallée, jouer Peer Gynt. » Donc, cette citation me semble tellement parlante de l'importance norvégienne pour les origines et le patrimoine, mais également de l'impossibilité de fiction que propose la réception de ce texte. Bref, plus besoin de mentir, la version pure est maintenant réalisée, le vrai Peer, descendant de Peer Gynt, en jouant son propre tour, a été choisi pour pouvoir incarner son propre personnage, sur le vrai lieu de l'histoire, et en plus, il porte son nom. Donc, autre exemple de la récupération de Peer Gynt, le Årets Peer Gynt, qui est le prix du Peer Gynt de l'année, qui récompense en Norvège une personne qui serait un symbole positif de l'identité norvégienne, ce qui me semble totalement hilarant compte tenu des qualités peu enviables du vrai personnage de Peer Gynt. Donc, le glissement est fascinant, surtout qu'en 2006, ce prix a été attribué à une personnalité controversée, soit l'homme d'affaires Kjell Inge Rocke, dont les rumeurs sur les manquements à l'éthique le rapprochent peut-être mieux du Peer Gynt de Ibsen. Amnesty International dénonce qu'il serait le propriétaire de la compagnie qui assure la logistique à la prison de Guantanamo. Donc, et puis, mon anecdote littéraire préférée concerne le roman de l'écrivain Atle Naes, qui a écrit un roman qui n'est pas traduit, qui s'appelle Innersvinger, qui est publié en 2002, qui est un pastiche de Peer Gynt.
Donc, il a respecté la structure en 5 actes de la pièce originale. Le personnage principal est aussi nommé Père et il vit les mêmes intrigues que le Peer Gynt de Ibsen. Cependant, le roman fait évoluer son personnage dans les années 1960 à 1980 sous la forme d'un patineur de vitesse, en documentant de manière très réaliste la culture populaire norvégienne. Très peu de critiques ont réussi à voir l'intertextualité que Naes opère. Le critique littéraire Knut Amenholm va plus loin et reproche à Naes d'avoir écrit un livre de non-fiction et de vendre son livre sous l'étiquette de la fiction. Il est donc reproché à Naes d'avoir fait un livre trop vrai, de faire de la vraie fiction avec Peer Gynt à son insu en la rendant trop réaliste. Ce retournement de l'œuvre initiale me ravit totalement. Donc, ça me rapproche de ma question en fait. Je me questionne sur la légitimité des écrivains norvégiens à faire de la fiction que remettait en question Ibsen en 1867 dans Peer Gynt. Ont-ils l'espace pour inventer des histoires sans encore se faire accuser de mentir comme Peer Gynt? Cette question, évidemment, est sévère, elle est très vaste, j'en conviens. Je veux simplement ici de tenter de dévoiler les influences culturelles qui concourent à créer de l'anxiété ou de l'enfermement dans cette société. Je suis consciente que ces influences sont variables, non généralisables, que le contexte culturel du 19e siècle n'est pas directement relié à l'expérience contemporaine de mes informateurs. Je tente ici plutôt de capter une sorte d'atmosphère. Donc, je comprends mieux les rêves de grandeur de Peer Gynt, qui est l'alter ego de Ibsen, soit de devenir un empereur, de s'exiler, de trouver un lieu en fait où on cessera de le traiter de menteur, quand il fera de la poésie. Et là, je vais citer, c'est la fin de la pièce. Donc, c'est Peer Gynt qui parle, c'est écrit en vers, et il va dire « Il est dur de payer de sa vie la faute d'être né. Je veux, encore une fois, grimper sur les cimes rocheuses, voir le soleil se lever, m'épuiser les yeux à regarder la terre promise. Après cela, que la neige s'amoncelle sur moi et qu'on trace ces mots sur ma tombe. Si j'y personne. Et ensuite, advienne que pourra. » Donc, dans ces vers, Peer Gynt réclame le pouvoir de l'imaginaire et la liberté d'être un personnage de fiction qu'on peut enterrer sans qu'un vrai corps demeure dans une tombe. Qu'on se rappelle de Peer comme d'un personnage de fiction, qui ne soit pas jugé ou discrédité comme un mensonge, et qu'ensuite, la vraie vie du lecteur et de l'écrivain se poursuive dans la réalité et qu'elle devienne ce qu'elle pourra. Donc, si je reviens à ma relation trouble avec Peer Gynt, je comprends mieux l'enfermement de Peter quand il me parle de son exclusion sociale et de son sentiment de ne pas pouvoir être lui-même et créatif dans cette société. Évidemment, mon analyse du cas de Peter est beaucoup plus longue, là, ça fait un chapitre au complet dans ma thèse, donc je ne voulais pas vous résumer ça. Donc, Peter est Peer Gynt. Je partage, moi, avec Peter une certaine expérience de l'agoraphobie et de l'anxiété. J'invente, je poétise en partie nos histoires. Suis-je devenue Peer Gynt? Est-ce que je peux faire de la poésie sur des Norvégiens agoraphobes et en faire une thèse d'anthropologie? Est-ce qu'on va m'accuser de mentir sur le réel, de fictionnaliser le réel? Est-ce que je dois quitter la Norvège pour écrire de la fiction sur ce contexte culturel? Ces questions ne sont pas simples, c'est cette expérimentation que je tente. Je ne sais pas encore si c'est possible de convoquer le réel de cette manière. Par contre, je sais que dans ma recherche ethnographique, le fait d'avoir une visée esthétique et littéraire me permet de dépeindre avec des couleurs beaucoup plus précises, une atmosphère spécifique, un contexte culturel, des expériences vécues. J'atteins une précision plus grande à mon sens. De même, dans ma création, la richesse de la réalité que j'observe, en y incluant les fictions comme Peer Gynt que je me permets de convoquer, je peux sortir de ma simple expérience personnelle pour me confronter réellement dans une sorte de corps à corps avec la réalité qui me semble beaucoup moins insignifiante. C'est-à-dire que ma propre relation avec le réel et avec celui qui est vécu par les gens que j'étudie me permet de donner encore plus de sens ou de signification à ma démarche de création. Est-ce que je deviendrai réellement Peer Gynt? La seule réponse que j'ai pour le moment est advienne que pourra.
Et puis, juste pour terminer, je me suis permise de mettre des liens, en fait, vers un film que j'ai réalisé avec Sébastien Huot et la Maison de la littérature lors d'une résidence que j'ai faite cet automne. Le film est disponible gratuitement en ligne sur Vimeo si vous voulez aller le voir. C'est un vidéo-poème qu'on a réalisé dans un train à partir justement de poèmes. Il y a aussi une capsule promotionnelle par la Maison de la littérature qui explique un peu ma démarche de poésie ethnographique, mais ce film-là est vraiment une création là, de vidéo poésie. Puis aussi, je mets mon dernier livre, Les couleurs accidentelles, dans lequel justement j'ai tenté d'intégrer de la poésie ethnographique avec du récit, de l'essai, des poèmes en vers. Donc, c'est vraiment une expérimentation que j'ai essayé de faire. Voilà. Non, ben, merci beaucoup, Roselyne. Alors, on passe à Christian, si vous voulez bien. Donc, Christian Barret est designer, il est photographe et vidéaste, détenteur d'une maîtrise en art plastique de l'UQAM. Il réalise depuis 1998, donc depuis sa maîtrise, un peu plus de 20 ans maintenant, des manœuvres sur l'espace public, ce qui relève globalement, je pense, il pourra nous le préciser, mais des pratiques dites furtives ou infiltrantes. Il travaille donc sur l'espace public et valorise la collaboration avec des personnes marginalisées. Il détourne des stratégies promotionnelles avec compassion pour rompre avec l'illusion narrative des images. Son travail a été présenté très souvent dans des cadres différents, au Canada et aux États-Unis. En 2005, il a participé au collectif Territoire urbain au MAC à Montréal. Et là, je dis ça de mémoire, Christian, c'était Dignité, hein, je crois, l'œuvre qui était présentée. C'était bien ça, hein? Ouais. Alors, Ouais. je m'en souviens. Ah ouais? Oui, je m'en souviens. C'était Cool. sur les femmes. J'ai bien fait de vous appeler avant. Oui, c'est ça, ça a l'air d'arranger, ça a l'air de s'arranger. Non, c'était assez bouleversant. Il a Ouais. présenté donc au MAC, à la manif d'art 3 de Québec, à l'ICA, au mois de la photo à Montréal, etc. Il a été en résidence à la bande vidéo, au centre Sagami à Alma, à Diamond à Gatineau et au centre multidisciplinaire de création et de diffusion de la culture de Tallinn, en Estonie. Donc, il joue entre simulation réelle, espace public, espace privé, et sa présentation aujourd'hui a pour titre Somewhere Over the Rainbow, du souci de l'autre à l'image de soi. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pensais pas que j'avais mis autant de texte, j'aurais dû en mettre moins. Ce serait pas très académique dans mon cas, juste pour vous avertir. Je n'ai pas suivi le texte, Christian. Non? OK. Euh, alors, moi, je suis pas un super pro de Zoom. J'avais j'avais un lien à vous donner qui était sur Est-ce que vous voyez mon image de partage d'écran? Oui? Ah, Oui, OK. oui, oui, oui. OK. Si vous voyez dans l'adresse ici, je voulais vous le donner, là, c'est christianbar.com/colloque. Bon, en écoutant, c'est vraiment extraordinaire d'avoir été invité. Merci beaucoup. J'ai failli me sauver au moins 4 fois. Et j'ai décidé de tout recommencer. Qu'est-ce que j'étais supposé de vous présenter? Puis je vais présenter ça en 3 actes finalement. Je vais être assez familier, si j'ose dire, c'est plutôt mon ton. Donc, je vais commencer par vous parler d'autofiction parce que au bac, quand j'ai commencé, ça fait 25 ans de ça, je faisais de la peinture. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, je me suis aperçu que j'étais pas un très bon peintre. Donc, il fallait que je trouve des stratégies pour attirer l'attention sur mon travail. À ce moment-là, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à faire des œuvres où est-ce que je copiais des publicités de magazines d'art. Il y en avait encore à cette époque-là. Oui, je remplaçais le nom des vedettes du milieu de l'art par mon nom à moi. C'était un prétexte à la création.
ça va être important plus tard, vous verrez pourquoi. Et ça, vraiment, tout le monde s'est mis à aimer ça parce que c'est le milieu qui parle du milieu, là, on parle de 94 à peu près. Euh, Même, j'ai poussé l'audace en faisant des pièces plutôt conceptuelles où est-ce qu'il y avait le Colisée du livre à cette époque-là, juste en face de l'UQAM, je sais pas si vous vous souvenez, ce truc orange. Et les livres étaient vraiment pas chers. Et puis donc, ce que je faisais, j'avais acheté des séries de livres sur les extraterrestres, mais toutes le même. Puis j'enlevais une page dedans, puis je recomposais la page à l'ordinateur. C'était le début à cette époque-là, qui était même petit pot, mais je mettais mon nom dans l'histoire, puis j'allais revendre le livre. Je parle d'autofiction. J'ai fait ça jusqu'à la fin de mon bac, des trucs comme ça. Je changeais les cartons dans les musées, je mettais mon nom. C'est mes débuts de pratique furtive. Puis après, quand je suis entré à la maîtrise, les gens pensaient que je continuais à faire le même type. Je suis désolé, j'ai pas d'image de ça, là, mais c'est tout en diapositive. Les gens pensaient que j'étais pour continuer à faire ça. Puis là, bah, là, c'était le référendum et les coupures en santé, tout ça que d'ailleurs on vit présentement à cause de cette époque-là. Je me suis mis aussi à m'intéresser au design et à cette époque-là, il y avait le début de ce qu'on va appeler le design empathique. Le design empathique était à l'époque, je vais vous donner un exemple, il y avait un designer brésilien qui avait fait du ruban à gommer, vous savez, le tape jaune qu'on peut mettre pour faire de l'emballage, il l'avait transformé avec des motifs de ballons de football. Donc, les enfants pouvaient, avec juste ça, le transformer en ballon et jouer avec. Ça, c'est un exemple important pour moi. À partir de là, je me suis mis à analyser pas mal qu'est-ce qui se passait au niveau de l'objet. J'ai commencé à penser à des objets. Et puis, dans ma maîtrise, je passe du ready-made de Duchamp au all ready-made, au déjà tout fait. C'est comme s'il était fait deux fois. Euh, à l'époque, les premières pièces que j'ai faites qui allaient dans ce sens-là, là, je vais commencer à vous faire un petit show, là, parce que sinon ça va être plat. C'était, attendez, c'est que, comme je vous disais, ok. Ça, la marchette, ça en est un exemple. C'est-à-dire qu'on coupait dans la santé, donc j'ai commencé à faire des stratégies dans lesquelles j'ai inventé des objets qui étaient pour signaler ces trucs-là. Donc, j'avais inventé une marchette transgénérationnelle, c'est-à-dire que c'était, vous savez, quand on était petit, il y avait cette espèce de speedwagon-là, là, ce truc-là. Là, je monte du doigt, ça peut dire ici, que j'avais mixé. Et qu'est-ce qui faisait que c'était un already made? C'est il avait vraiment l'allure d'un objet fait industriel. Il a été chromé et tout ça. D'ailleurs, à l'exposition, quand il a été présenté, les gens, c'est une vraie performance. C'était la, le midi, je suis allé chercher mon sandwich. J'avais besoin de quelqu'un pour faire la performance. Et puis, j'ai parlé avec la propriétaire du restaurant. Et j'ai dit, est-ce que vous avez une enfant? Je vois souvent la petite fille, voudrais-tu venir faire la performance? Elle dit oui. Il dit, en plus, c'est drôle parce que la mamie québécoise qui nous a reçus il y a 20 ans ici est ici avec nous. Mais j'ai dit, c'est parfait. Hop, ils sont venus au vernissage ce soir, je les ai payés. Je paye tout le temps tout le monde. On pourrait reparler de ça aussi à la fin si ça vous dit au niveau éthique et tout ça. Donc, ils sont venus faire la performance. Et puis, durant le vernissage, mais la pièce n'était pas là, là. Il faisait juste se promener. Et à la fin d'une heure, la madame était fatiguée, ils ont laissé en dessous du spot que vous voyez là, le truc. Ça n'est un des exemples des objets que j'avais commencé à faire. Ça va devenir important parce que c'est là que j'ai commencé à introduire des non, moi j'appelle ça des non-acteurs. Et à la fin de la maîtrise, qu'est-ce que je vais présenter, c'est des séries d'objets avec des gens qui vont venir légitimer l'objet. Là, on va faire un petit pont, je vais essayer pour respecter les thèmes que j'ai entendus aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en rendre compte un peu, moi, je m'inspire vraiment du fait divers. Je lis quelque chose de ça d'affaire de quoi. J'arrête là. C'est souvent une photo, un objet ou whatever. D'ailleurs, Dignité au Musée d'art contemporain était inspiré d'un fait divers parce que j'avais lu qu'il y avait peut-être 7000 itinérantes dans la ville de Montréal. Après ça, je suis devenu plus spécialiste de l'itinérance. J'en ai fait plein de trucs. Je connais pas mal tous les organismes et tout ça.
c'est très, très difficile de définir le nombre de personnes qu'il y a parce que l'itinérance est souvent aussi euh, bon, partielle, si j'ose dire. Donc, à cette époque-là, pour vous montrer, ici, vous avez le fameux squeegee publicitaire. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup, dans cet été-là, il donnait beaucoup de contraventions aux gens qui faisaient du squeegee. Donc, je m'étais dit, ah, ce serait quoi la stratégie pour les légitimer sur l'espace public? Donc, je vais inventer un objet qui a l'air de quelque chose de publicitaire. Donc, à cause de l'objet, ils vont avoir l'air de faire un travail pour quelqu'un d'autre et les policiers vont les laisser tranquilles. C'est un petit peu ça l'idée. Après ça, j'avais Suzanne, qui était une itinérante qui habitait pas loin de chez moi, qui a été tout le temps. Et je lui ai fait, j'ai développé une tirelire ergonomique avec Nathalie Boucher de l'ETS. C'est-à-dire que c'était une tirelire dans laquelle on arrivait comme la tirelire ergonomique, parce que qu'est-ce que vous savez pas, c'est que les itinérants se font des tendinites. Donc, on avait développé ce truc-là. Et l'idée, c'était qu'au vernissage, j'avais engagé ces personnes-là qui étaient venues au vernissage de fin de maîtrise et elles quêtaient toute la soirée avec le truc. Puis à la fin, elle était supposée faire une vidéo, puis la casser comme une vraie tirelire quand on est petit. Elle n'a jamais voulu. Parce qu'elle s'était fait ça pour moi, c'est devenu un bijou, quoi. Ok? Je vous dis ça comme ça. Bon, on continue. Là, vous avez un peu plus le topo un peu. Et c'est ça qui va amener à éventuellement Dignité, puis à l'exposition dont je voulais vous parler, ces relations-là avec les gens qui activaient les œuvres, dans le fond, qui les légitimaient. On parlait d'authenticité tantôt. Ben moi, je me disais, ça peut pas être un objet authentique s'il n'a pas servi, en quelque part. Parce que mon idée aussi, c'était, quand on lit en design, on parle tout le temps de form, follow, function. J'avais lu quelque chose, je peux pas vous dire la référence, malheureusement, ça fait trop d'années, mais c'était pas form, follow, function, mais form, follow, notre idée de la fonction, R-E-D of the function. Première affaire. Là, je ne vous parlerai pas de ça. Ça, c'est le truc là. C'était un truc que quand on serrait la main, ça étampait dans la main. Vous étiez au vernissage de Christian Barré. Merci de me légitimer. Là, les gens, ils trouvaient ça très drôle parce que c'était comme un petit truc électrique, là, vous savez, dans les années 50. Bon, voilà. Bon, ça, c'est la première partie. Là, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des trucs personnels qui vont m'arriver. Je vais être invité au Musée d'art contemporain pour faire la première exposition internationale de la Biennale du Musée d'art contemporain. Là, je suis en train de faire du coq à l'âne tout de suite. Attendez un instant, il y a quelque chose d'autre qu'il faut que je dise. OK. Et oui, c'est important, je vais vous le dire, et on va revenir après. Il m'invite pour faire un monument à la prostituée inconnue, qui était un projet que je travaillais dessus depuis 2-3 ans. Et puis, bon, ça va être le gros spectacle. Aïe, 30 ans, truc international, on est juste 3 artistes québécois. Wow, super. Cette année-là, j'ai une résidence à Granby. On va revenir à ça. J'ai une résidence à Granby et à Granby, dans cette résidence d'artistes-là, moi, je viens de ce coin-là en plus. On est dans les années 80, on est en 99 et je veux dire, c'est la crise économique, il n'y a rien d'ouvert, tout est fermé, il y a des boîtiers lumineux vides partout dans la ville. Et en parlant avec les gens du Troisième Impérial, le centre d'artistes, bon, je dis, OK, je vais faire une pièce, tu sais, l'espace public, le privé, tout ça. Bon, ils disent, si tu veux travailler avec les marginaux ici, c'est dans les poulaillers. Ils appellent ça comme ça à Granby parce qu'il y a une petite rivière. Puis là, il y a des HLM au bout qui appellent ça les poulaillers. Je dis, ah oui, les poulaillers. Moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec les artistes qui disent, ah, les poulaillers, tout ça, ça me dérange un peu. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? À cette époque-là, on avait aussi, c'était pas du numérique, donc je partais avec un 24 pouces et j'ai dit, le 24 pouces, ça va être mon projet d'exposition. OK, j'ai dit, quand le film de 24 pouces va être terminé, j'aurai fini. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des projets, je vais faire des portraits des gens qui habitent dans les poulaillers. Je vais aller faire du porte-à-porte. Fait que je suis commencé par le premier poulailler, je l'ai fait au complet, je me suis rendu jusqu'à. J'ai passé 3 jours à prendre des photos. Ben, c'est certain qu'il y a des gens qui ne voulaient pas, puis d'autres personnes qui voulaient, et tout ça. Et à la fin de ça, j'ai rencontré. Voyons, je ne me souviendrai plus de son nom à cause que je suis en train de faire un truc. Voyons, Carole, c'est ça. Bon.
Et à cette époque-là, parce qu'on parlait de plein de trucs tantôt, bon, je rencontre Carole, et là, mon projet, je voulais investir beaucoup de boîtes lumineuses avec tous ces portraits-là qui venaient des gens qui habitaient supposément dans les poulaillers, puis les ramener au centre-ville. Mais ça coûtait trop cher, autour de 12 000 $. Fait que là, j'ai trouvé un point où est-ce qu'il y avait une boîte lumineuse dans toute la ville, où tout le monde passait pour aller dans le quartier industriel. Et je vais décider de choisir une personne qui va être Carole, qui va habiter, pas habiter, mais qui va être dans cette boîte lumineuse-là avec son portrait très simple, fait avec un petit truc jetable. Puis, je vais la payer pour qu'elle me raconte son histoire. À l'inverse, j'appelais ça dans le temps faire de l'anti-psychanalyse. Au lieu que tu vas chez le psychiatre, qui te paye, pas chez le psychanalyste qui te paye, non, non, que tu le payes. Là, c'est moi qui payais la patiente. Puis là, ben, elle me racontait sa vie. Et puis, bon, ben, je pense qu'on a eu une ou deux séances. Bon, en tout cas. Donc, elle parlait, je l'ai payé. Le prix qu'on paye un psychanalyste, non, bon. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, vous savez, en fin de séance, habituellement, à peu près autour de 40 minutes, la personne commence à répéter les grands moments difficiles de sa vie. Puis en accord avec elle, on a écrit ces trucs, ce basculement important de sa vie, qu'on l'a présenté dans les boîtiers lumineux. Là, je pensais jamais que ça marcherait. C'était un bon coup, j'étais chanceux. Parce que le journal en a parlé. Donc, c'est devenu super important pour les gens. Puis pour elle aussi. Tu sais, on parlait d'empowerment tout à l'heure avec notre. Là, ça a changé sa vie. Puis après ça, elle est devenue super. Elle s'est trouvé une job, blablabla. Mais une série d'hasards, ça vous donne le ton un peu. Bon. Là, on va revenir après ça à Dignité, parce que je suis obligé d'aller à Dignité pour la dernière exposition. Bon. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Ah oui, c'est ça. Puis, le musée d'art contemporain m'invite, excusez, pour un projet à cause qu'ils vont avoir une pièce que j'ai fait avant avec Stéphane Boudreau. Ça, c'est l'année d'après, après Carole. Je vais faire cette pièce-là pour la Biennale de Montréal, mais pas celle dont je vous parlais, une autre. Avant qu'elle était supposée être la grande exposition internationale. Puis cette pièce-là, c'est Artex qui va m'inviter dans le cadre de la Biennale à faire une pièce. Et à la dernière minute, il m'appelle genre le lundi, ils disent ah oui, il faut que ça soit prêt pour le lundi prochain. Bon. Et là, j'avais un ami qui travaillait en pub. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Puis on revient aussi aux faits divers. À cette époque-là, on commençait à dire ah oui, les camions publicitaires sur la voie publique, ça n'a pas de bon sens, blablabla. Bla. Donc je disais ah oui, on parle de ça. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai trouvé les sous, je me suis fait commanditer par Corlab. Puis là, j'ai dit, ah oui, mais tu sais, c'est un projet d'art, vous pouvez juste mettre le nom en petit. Ils ont dit, OK, c'est correct. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'ai trouvé un camionneur de trucs publicitaires comme ça qui s'appelait Stéphane Boudreau. Et on a fait 3 portraits de lui. Puis, durant une journée, il s'est promené avec son image dans la ville de Montréal. De 10 heures à 22 heures, il s'est promené avec sa propre image. C'est vraiment intéressant parce que, en plus, une des images, c'est lui en train de conduire. Donc, vous aviez dans la rue, il était comme ça. Puis là, ça tourne, ce truc-là. Donc, à un moment donné, c'était la même image. Ça faisait une espèce de décrochage. Là, il était devenu super populaire. Les gens l'arrêtaient sur la rue. Ils ont embarqué dans son camion. Bon, voilà. C'était très, très drôle. Donc, là, le musée, il voit ça. Ah oui, c'est le fun. On va t'inviter. Tu sais, c'est un gros show. C'est le fun. On va mettre le camion dans le musée. Ça va faire très art contemporain. Blablabla. Mais moi, je me souvenais qu'il m'avait déjà invité. Hein, c'est ça. Là, je suis un peu anachronique. Mais en tout cas, je me souviens qu'il m'avait déjà invité. Puis là, je me suis dit, ah oui, vous m'avez déjà invité. C'est pas arrivé. Là, j'ai fait comme, je vais me venger. C'est une blague. Mais, un petit peu. Mais j'ai dit, on voit jamais des gens de la rue dans le musée d'art contemporain. Tu sais, on parle quand même de mettre les gens sur l'espace public qui ne sont pas représentés dans l'espace public. Donc, j'ai dit, je vais faire la même chose, mais dans le sens contraire, absolument. Donc, je vais prendre des gens de la rue que je vais mettre dans le musée à cause du fait de 7000 de 7000 femmes qui sont supposées être itinérantes. Mais à l'époque, faire un projet comme ça, c'était fou. Là, parce que, un,
sais, il n'y avait pas Facebook, tout ça, on n'était pas habitué de se montrer autant qu'aujourd'hui. Puis j'étais un gars que juste avoir accès à un centre pour femmes, je n'avais pas le droit d'être. C'était, là, j'ai été capable de trouver des gens, des amis qui avaient déjà été des travailleuses sociales, tout ça. Et là, on a tout fait un système dans lequel j'ai pu commencer à rencontrer ces femmes-là. Au début, je leur donnais un très, très bon salaire. Je leur donnais 40 de l'heure. Ils partaient, je les voyais plus. J'étais 3 semaines. Et là, j'étais obligé de réduire à 12 pour que là, ils revenaient. Tu sais, j'ai appris plein de trucs comme ça. Et puis moi, qu'est-ce que vous savez pas là-dedans? C'est que moi, je suis pas photographe. Oui, maintenant, je me considère comme photographe, puis je le dis, mais j'avais jamais fait d'exposition de photos. Jamais. Juste de photos, non. Puis il y avait aussi l'idée de, ah oui, je vais faire une exposition de photos. Mais comment on va la faire, l'exposition de photos? Et quand on est sur l'espace public, qu'est-ce qu'on va représenter? C'est souvent des mannequins. C'est jamais en tout cas, je vais employer de l'ordinaire, là, mais vous savez que c'est pas péjoratif, là, c'est juste à cause que je parle et que je suis un peu familier. Bon, donc, j'ai dit, ah oui, on pourrait peut-être, à ce moment-là, que ce soit eux autres qui décident de leur image. Puis que ça devienne un projet dans lequel ils vont pouvoir avoir leur place, quoi. Attendez, je vais essayer de trouver ce que j'ai mis ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que à chaque fois que je vais aller prendre une prise de vue avec eux, je vais amener un magazine. Au début, j'avais pris plusieurs magazines, mais j'ai dit non, non, ça finira plus. Donc, j'étais comme, j'ai gardé le seul magazine que j'aimais, qui était W, qui est une très, très bonne, un très bon magazine qui existe encore d'ailleurs. Et là, ils vont choisir l'image à imiter dans ce magazine-là. Et c'est devenu, c'est sûr et certain qu'au début, en plus, au début, ils ne savaient pas poser. Puis là, c'était tout d'apprendre aussi, de leur dire, mais regarde, Kate Moss, elle vient d'avoir un enfant. As-tu vu, elle a un petit bourrelet, là, mais elle se place comme ça. Puis là, tu sais, ça a été quand même un projet de 6 mois. Puis mais à la fin, il était rendu super bonne. Je sortais dans la caméra, il se plaçait tout de suite. On a appris à travailler ensemble. Tu sais, on a appris à faire quelque chose ensemble. Donc, comme je vous disais, sur Colloque, vous pouvez voir, vous avez les références. Vous allez voir, souvent comme ici, vous avez une référence. Mais, tu sais, c'est pas exactement ça, parce que tu es pris avec ton corps aussi. Donc, tout ça a été tout le temps fait, ce projet-là a été fait comme ça. C'est ça la construction de dignité. Et à la fin, en discutant avec le commissaire, puis il dit ça serait le fun que ça se limite pas à des images, parce qu'ils sont très, très. C'est pas, on n'est pas dans une expérience de l'image vraiment. Qu'il y ait les témoignages. Puis j'ai dit, ah oui, puis on y touche pas. Si on fait le témoignage, on laisse les fautes d'orthographe, on laisse tout ça. Bon, pareil. Pour l'authenticité, il faut sauvegarder l'authenticité du geste. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis le mot, j'ai mis colloque, que je vous ai donné l'adresse, parce que c'est difficile à lire avec l'écran grand comme ça, mais si vous y allez avec votre téléphone, c'est adapté pour pouvoir lire leur témoignage. OK? Où est-ce que j'en étais? OK. Fait que là, on va avoir dignité. À ce moment-là, j'expose avec Isabelle ailleurs, dans ce groupe-là. Et Isabelle, moi, ça fait à peu près 10 ans que je n'ai pas exposé, parce que j'ai fait autre chose. Puis en tout cas, je trouve que, bon, avec Trump, tout ça, puis j'ai un enfant, fait que faire des œuvres un peu plus politiques, ça devient un peu plus. Tu sais, je dis, ton enfant est ado, puis là, ton père, il fait des photos de, de- de- un peu, bon, tu sais, vous comprenez? Fait que j'ai fait OK, on va prendre ce cours jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Ben là, il va avoir 18 ans, c'est pour ça que je recommence d'ailleurs. Et puis, bon, euh, oui, OK. OK. Bon, c'est pas mal le topo à date. C'est pas mal tout là. OK. Bon, là, qu'est-ce qui est arrivé? Isabelle m'invite à cette exposition-là qui est supposée être dans l'entrée du théâtre. Comme vous voyez, elle est dans l'entrée du théâtre, mais il est vide, naturellement. Et contrairement à faire d'arriver à, comment je vais dire, c'est la même stratégie qu'à Dignité parce que je l'ai vu comme une commande d'Isabelle. J'ai pas traité comme quelque chose de différent de ce que j'avais fait avant. C'est juste des personnes différentes. Et puis, qu'est-ce que j'ai été vraiment super chanceux parce que j'ai tout fait ça en un mois à cause de la pandémie.
Et puis, c'est que tout de suite, quand j'ai commencé, il y a des gens qui sont venus m'aider, des associations et tout ça. Et, et qu'est-ce qui était vraiment drôle aussi, c'est que maintenant, les gens savent se placer devant une caméra. C'est comme, c'est assez, assez surprenant. Et vu que c'était sur, supposément, parce que là, ce projet-là a été fait comme s'il n'y avait pas de COVID, dans le fond. Il était fait sur l'aire d'attente pour entrer dans la salle de théâtre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait toute une série de QR où est-ce que quand tu es sur, on va aller voir, mettons, on va aller voir Rosemary. Quand tu es sur l'aire d'attente, ben, tu peux scanner ton QR et là, tu as tout ce qu'elle m'a raconté de sa vie que tu peux écouter sur l'aire d'attente. Et c'était super intéressant parce que ce théâtre-là, c'est un théâtre de ville, donc c'est pas du théâtre engagé, hein, je veux dire. C'était intéressant d'être un peu parce qu'on peut quand même dire que les photos, ils ont un aspect pas, tu sais, je veux dire, c'est pas des photos que tu te mets à pleurer, hein. Je veux dire, c'est quand même c'est simple comme truc, c'est des références. Aussi, c'est la même chose, c'est la même stratégie, des références, on disait. Mais c'était plus difficile parce que comment je peux dire ça? C'est plus admis maintenant de prendre des pauses que ce l'était avant. Puis là, je parle avec des gens qui sont pas jeunes. Je parle avec des personnes, elle a mon âge, de 52 ans. Donc, c'était ça l'idée qui était derrière cette. Bon, c'est la même dynamique que vous aviez vu à Dignité, mais cette fois-là, on tombait dans le son, donc ça donnait une autre relation à l'image, si j'ose dire. Moi, je trouve ça drôle parce que je trouve que c'est un peu comme tu sais, les disques de Walt Disney avec la fée clochette. D'ailleurs, j'aurais aimé ça mettre les flics comment ça, c'est autre chose. Bon, qu'est-ce qu'il y en a aux fictions réelles? Bon, on trouve avec l'image qui change. Bon, ben, c'est pas mal le topo. Ben, qu'est-ce qu'il y aurait aussi autour de ça qui a été fait en parallèle dans des résidences d'artistes? Il y avait, parce qu'on parlait de vidéo tout à l'heure, puis que je trouvais, ça j'y reviens. Bon, ça c'est mon projet COVID. Vous savez, durant la COVID, ben là, on est tous tombés à la monnaie numérique. Donc, les gens qui quittent n'ont plus accès à le petit change. Donc, j'ai commencé à faire un projet sur lequel, encore une fois, avec le QR, tu peux aller déposer de l'argent dans un compte. C'est pas fait, là, c'est une simulation, là, OK? Bon, ça fonctionne, une maquette sur laquelle tu pourrais, bon, quand tu donnes de l'argent, tu auras accès à une vidéo qui est un témoignage de la personne à qui tu donnes de l'argent. Donc, tu as quelque chose en échange aussi. Encore calqué sur ma stratégie d'il y a 20, 10 ans. Bon, voilà. Et je voulais juste montrer les vidéos, parce que les vidéos, ben, de toute façon, vous pouvez aller voir à partir de l'image. Ça, c'était le monument à la prostituée inconnue dont je vous ai parlé. Excusez d'aller vite, là, si vous voulez que je ralentisse, vous dites, ah, ralentis. Ah, les vidéos. Bon. Là, je vous parlais de Ready Made tantôt. C'est drôle parce qu'ils ont été remontés récemment. Ils ont été remontés il y a 3 semaines. Sur lequel j'ai décidé avec ces vidéos. Oui, c'est Catherine Saint-Laurent, mais Catherine Saint-Laurent, à l'époque que j'ai travaillé avec elle, elle n'était pas connue. Bon. Elle avait 17 ans. Personne ne la connaissait. Elle ne faisait pas des trucs à la télé. Bon. Euh, euh, c'est drôle parce que là, je l'ai remonté récemment, puis je me suis dit, dans mon idée de vue d'image et tout ça, je suis allé chercher du stock image sur des images sans droit pour popper, si j'ose dire, les vidéos. Si vous voulez aller voir, vous irez voir. Et ça, c'était d'autres dynamiques d'occupation de l'espace public où est-ce que je faisais des scénettes très courtes avec des non-acteurs. Donc, vous avez, je vais juste avancer, je vais juste vous montrer un peu. Bon, vous avez, et j'avais donné des paramètres très, très. Il fallait qu'on ait tout filmé en 3 heures, de l'arrivée de l'installation et jusqu'à la fin du vidéo. Donc, c'est des gens qui performent dans des espaces publics. Là, vous avez M. Jobin qui va quêter sur un socle en miroir en face du Hugo Boss à Québec. Bon, oui, pendant 3 heures, inquiétez-vous pas, il descendait, là. Je ne suis pas martyrisé. Avec
Bon, l'idée, c'était le vent nu pied. Donc, qui était, on l'a filmé, c'est très, très court. C'est juste les extraits et on essayait justement d'aller dans une esthétique proche de la publicitaire ou cinématographique pour que même si c'est une vidéo dite de performance, ben, l'esthétique est comme trop léchée pour que ce soit juste ça. Ici, après ça, j'ai fait chanter une chanteuse d'opéra dans euh, on va c'est long, là, dans la séquence. Elle va chanter live dans un maxi. Voyons, on l'entend pas. Bon. Oh, bon. Elle chante un extrait de Mozart, La Reine de la Nuit. Hmm. Puis, qu'est-ce qui était terrible là-dedans, c'est que les gens s'en foutaient, hein. Moi, je me disais, ah oui, les gens, ça va déranger. Pas du tout. Et puis, bon, ça, c'est. Bon, je vous montre ça là, pour vous faire rire un peu, là, parce que, ben, c'est pas pour vous faire rire, mais je veux dire, c'est pour vous donner des dynamiques dans lesquelles je travaille. Euh, J'avais aussi fait danser ben, Catherine dans un bar de danseuses nues, mais c'était une reprise d'une scène, parce que c'est vidéo, comme cette scène-là, elle est un peu, ben, pas mal, hein, elle est inspirée Il était une fois dans l'Ouest avec le fameux plan séquence au début. Là, je vous dis ça en rien parce que récemment, j'écoutais une entrevue sur Nirvana qui pensait, ils voulaient même pas sortir leur album, le bon, là, bon, leur album à cause qu'ils pensaient que ça ressemblait trop à Pixies. Ben moi, j'étais un peu comme ça. Ça ressemble pas du tout à Pixies, ça ressemble pas du tout à New Morricone. Mais moi, je le sais. Fait que, donc, j'ai refait la scène dans The Good, The Bad et The Ugly où est-ce que entre deux hommes et la danseuse de ballet dans un bar de danseuses, vous savez, il y a le jeu des regards qu'on a à la fin dans l'espèce de duel. Voilà, ça s'appelait la trilogie ironique. C'était basé sur, il y en a 6 vidéos, j'en ai juste eu la chance d'en faire 3. Et c'est sur les figures de style de l'ironie. Voilà. Je pense que, bon, voilà. C'est bon. Il devrait y avoir un défilement. Ça vous donne une idée. Vous pourrez aller voir.